Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 22 juillet 2026 et notre cher ami Laith Marouf est avec nous. Bienvenue Laith. Merci de m'avoir invité, Nima. Laith, je voudrais commencer par la rencontre d'hier entre Donald Trump et le président libanais Joseph Aoun. Regardons cette rencontre. Quel en est le résultat concret? Que cherche Donald Trump? Et quel est l'objectif principal de Joseph Aoun dans cette rencontre? Il a dit qu'il attendait cette rencontre depuis très longtemps. Et on voit Donald Trump réagir, d'une certaine manière, en disant « Ce type sait comment me parler ». À la lumière de cette rencontre, comment l'interprétez-vous? Qu'est-ce qui, selon vous, peut en ressortir? Eh bien, il semble que le seul véritable résultat que le président Joseph Aoun ait obtenu de cette rencontre, c'est la promesse de vol direct entre les États-Unis et Beyrouth. En gros, American Airlines paierait les frais pour atterrir à Beyrouth. Et c'est pour l'avenir. Et personne ne sait ce qui va se passer, bien sûr, ni si cela se fera vraiment ou non. Donc voilà pour ce qui est de la seule valeur pour le Liban. En retour, ce que Trump a obtenu, c'est que le président Joseph Aoun promette qu'ils normaliseront leurs relations avec la colonie juive. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui relève du pouvoir du président du Liban. Il doit soumettre cela au Parlement. Et la majorité des Libanais ne veulent pas aller faire la fête à Tel Aviv avec les tueurs de leurs enfants. C'est donc très humiliant de voir ce président, qui a été à un moment donné le commandant en chef de l'armée libanaise, alors que des soldats libanais viennent tout juste d'être enterrés après avoir été tués et pris pour cible par des Israéliens. Et cet homme est prêt à serrer la main et à normaliser les relations avec les tueurs de soldats libanais, sans même parler des citoyens libanais et des enfants libanais. Laith, il était assis à côté de Joseph Aoun lorsqu'il a dit qu'il allait utiliser la Syrie, qu'il allait utiliser Al-Jolani pour s'occuper du Hezbollah. Et vous n'avez rien entendu de la part de Joseph Aoun. Comment l'interprétez-vous? Est-ce qu'il se passe quelque chose en coulisses entre les deux dont nous n'aurions pas connaissance? Eh bien, c'est évidemment très humiliant d'avoir un président assis là, tandis que Trump menace qu'une force étrangère va envahir le Liban. En l'occurrence, les escadrons de la mort wahhabite d'Al-Jolani et de HTS. Et ce président reste simplement silencieux. Et rappelez-vous, vous savez, HTS, Al-Qaïda et Daesh ont envahi le Liban pendant la guerre en Syrie. Ils ont occupé une grande partie du territoire dans les chaînes montagneuses du Kalamoun, entre la Syrie et le Liban. Des dizaines de soldats libanais ont été enlevés et tués par les escadrons de la mort wahhabite. Et c'est le Hezbollah qui a libéré les montagnes du Kalamoun en collaboration avec l'armée libanaise qui tenait les lignes arrières pendant que le Hezbollah libérait ce territoire. Nous parlons donc d'une force qui a envahi et occupé un territoire libanais et qui a tué des soldats et des civils libanais. Et maintenant, ce président reste simplement assis, tandis que cette menace est de nouveau évoquée, sans rien dire. C'était donc, à mon avis, une conférence de presse très, très humiliante pour toute personne libanaise qui l'a regardée, pour quiconque avait, vous savez, ne serait-ce qu'un atome de patriotisme dans le sang. Ces personnes se sont évidemment senties humiliées parce que le président a laissé passer ses propos sans la moindre réaction. Mais cela vous montre, bien sûr, le véritable pouvoir de ce président, Joseph Aoun. Il n'a vraiment aucun pouvoir sur l'avenir du Liban, sur ce qui se passe sur le terrain au Liban, sur la défense de son territoire, la défense de ses citoyens ou l'économie du pays.
et il n'est même pas capable de dire quoi que ce soit quand quelqu'un, comme le président Trump, menace qu'une force étrangère envahisse le Liban pour atteindre les objectifs d'Israël et des États-Unis dans ce pays. Donc oui, non, c'est très très humiliant. Vous savez, ça frôle presque l'humiliation de Zelensky quand il était là, à la Maison-Blanche. Zelensky when he was there in the White House. Yeah. Leif, let me play Oui, a film laissez-moi vous of montrer des images de Nawaf Salam se rendant dans la ville de Zaftar al-Karibia. Il a un message pour les Libanais. Oui. He has a message Oui. for Lebanese people. And yeah. Je voudrais adresser un message aux Libanais du sud de la Cisjordanie. C'est un moment national qui revêt de grandes dimensions politiques et morales, car il marque le début du retrait israélien de notre terre. Puisque tout est en arabe, je veux lire quelques passages de ce qu'il a dit. Je voudrais adresser un message à tous les Libanais, et en particulier à notre peuple du Sud, depuis la ville de Zaftar al-Garbia. C'est un moment national qui revêt d'importantes dimensions politiques et morales, car il marque le début du retrait israélien de notre terre. Ce retrait israélien, qu'est-ce qu'il signifie? Quel est ce message? Quelle en est l'importance? What is that message? How significant is that? It's very funny because Zawtar al-Gharbiya was never C'est assez amusant, parce que Zaftar al-Garbia n'a jamais été occupé par les Israéliens. Ce village, ainsi qu'un autre, Froun, et Zaftar al-Sharqiya, figuraient sur une liste de zones dont l'armée israélienne était censée se retirer et où l'armée libanaise devait prendre sa place. Mais quand on allait réellement dans le sud, on constatait que Zaftar al-Garbia et Froun n'étaient pas occupés et ne l'avaient jamais été. Les Israéliens se sont pourtant battus très durement pour essayer de les occuper, sans y parvenir. Et dans le village de Froun, l'armée libanaise n'est jamais partie. The Lebanese military never left. So, what is this idea of Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée d'une occupation fantôme et d'un retrait fantôme de cette occupation? Ça vous montre à quel point ce retrait, ce prétendu début de retrait des sionistes du Sud-Liban est théâtral et bidon. Et ça montre comment le gouvernement libanais de Nawaf Salam et Joseph Aoun traite le peuple libanais comme s'il était idiot et stupide. Parce qu'ils essaient de nous convaincre que, d'une manière ou d'une autre, les Israéliens se retirent de deux villes qu'ils n'ont jamais occupées, et qu'il faudrait y voir le début d'un retrait israélien, ainsi qu'une victoire pour le gouvernement libanais et l'armée libanaise. Vous savez, c'est le genre de théâtre de l'absurde que nous vivons en ce moment, dans des situations comme celle-ci. Cela fait maintenant, bien sûr, des années que le génocide à Gaza a commencé. Les impérialistes veulent que nous ne croyions pas ce que nous voyons, ni ce que nous entendons, et que nous pensions que nos propres sens nous mentent, et que la vérité ne vienne que de ces sionistes et de ces impérialistes. Ce qui relève, bien sûr, entièrement de la fiction et d'une réalité parallèle. Alors, peut-être que dans cet univers parallèle, les Israéliens avaient occupé Zaftar al-Garbia, et que d'une manière ou d'une autre, l'armée libanaise y entre pour la première fois. Alors qu'en réalité, sur le terrain, pas dans la matrice, l'armée libanaise n'a jamais quitté cet endroit et les Israéliens n'ont jamais été en mesure de l'occuper. Il est important de garder cela dans le contexte de la guerre plus large. En ce moment, la guerre ne fait en réalité que s'accélérer en Asie occidentale. Et cette anomalie que constituent de prétendues négociations entre le gouvernement libanais et les Israéliens est tellement déconnectée de la réalité qu'elle devient de plus en plus absurde. Le besoin qu'ils ont d'essayer de nous convaincre que, vous savez, les choses sont séparées de ce que nous voyons devient de plus en plus absurde. Et cela s'explique, bien sûr, régional plomage et nazi occidental.
L'objectif, le principal objectif de Donald Trump et des Israéliens, c'est le désarmement du Hezbollah. Et chaque fois qu'il parle d'établir de meilleures relations avec le gouvernement libanais, il s'agit surtout d'exercer une pression sur le Hezbollah. Qu'entendons du Hezbollah en réaction à ce qui se passe? Avec cette nouvelle rencontre entre les deux, Donald Trump et Joseph Aoun. Ou peut-être, face à cette nouvelle initiative, comme vous l'avez mentionné, avec ces nouvelles images diffusées, affirmant que nous libérons le Liban. Oui, écoutez, la position du Hezbollah n'a pas changé depuis une semaine, quand le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, a prononcé un discours. Il y disait en substance qu'il rejetait cet accord de capitulation et d'humiliation et qu'il combattrait jusqu'à la libération de chaque centimètre du Liban. Et je pense que nous n'avons pas encore vu le Hezbollah mener une action militaire significative. Mais bien sûr, au cours de la dernière semaine, nous avons vu des Israéliens tomber dans des champs de mines ou sur des engins explosifs improvisés. Cela montre que les déplacements des Israéliens dans les zones qu'ils occupent restent très dangereux pour eux. Je pense que, dans les prochains jours, à mesure que le conflit en Asie occidentale s'étendra, tant par sa portée que par son ampleur, avec l'implication de plusieurs pays, nous verrons le Hezbollah reprendre pleinement ses activités militaires. Et cela réduira au silence tout le débat sur la paix avec Israël. En même temps, on voit comment réagit le gouvernement libanais. Le gouvernement libanais devient très fragile en ce moment. Il y a au Liban un jeune journaliste connu qui critique le gouvernement libanais et qui critiquait MBS dans l'une de ses vidéos. Ils viennent tout juste de lui ordonner de se rendre au service de renseignement libanais. En gros, ils veulent l'interroger à cause de ses critiques contre MBS et contre l'implication saoudienne dans la guerre au Liban. Et ça vous montre à quel point le gouvernement libanais se sent fragile. Alors imaginez, s'il y a une véritable confrontation. Il y a eu des manifestations d'ailleurs, aujourd'hui, pour soutenir le journaliste à qui on a ordonné de se rendre. Le pays lui-même est donc au bord d'une confrontation entre ce gouvernement de Joseph Aoun, l'Intif Aoun, Imane Aoun, le grand public, et les mouvements politiques et sociaux du pays. La manière dont cette confrontation va se manifester, comment cela va se passer, ce n'est pas encore clair pour nous. Je pense que, quoi qu'ils essaient de faire, il s'agit en quelque sorte de donner un nouveau visage au gouvernement libanais ou de le rendre plus populaire. Parce qu'ils disent que tout ce qui se passe est le résultat des négociations entre le gouvernement libanais et l'administration Trump, ou peut-être les Israéliens. C'est la seule chose qui compte le plus pour les Libanais. Et c'est un volet de l'argument. Mais du côté du peuple libanais, est-ce qu'ils vont croire à cette sorte de mise en scène qu'on leur prépare? Je ne pense pas. Je pense que le gouvernement libanais est dans une situation très désespérée. Il y a une énorme campagne de propagande médiatique que les Saoudiens, les Émiratis et les Qataris alimentent dans les médias, les journaux et les chaînes de télévision qu'ils contrôlent au Liban. Mais la situation est tellement évidente pour les gens. Il n'y a aucune reconstruction. Des centaines de milliers de personnes sont toujours déplacées à travers le pays. Le gouvernement ferme certains des abris. Les gens se retrouvent de nouveau dans la rue parce qu'ils ne trouvent pas d'endroit où s'abriter. Les villages du Sud sont toujours occupés et détruits. Quelle que soit l'ampleur de la propagande déployée par le gouvernement et par les responsables de ce gouvernement dans le Golfe et en Occident pour tenter de convaincre la population libanaise. La réalité est tellement contradictoire avec cette propagande. Il n'y a aucun moyen pour votre esprit
de, vous savez, parvenir à mettre ces deux choses ensemble. Donc, si ce gouvernement avait fait un effort pour, disons, fournir une aide financière, des logements, de la nourriture ou une scolarité aux familles déplacées, peut-être qu'il aurait pu acheter le silence des gens. Mais ils sont tellement stupides. Et puis les sionistes, les impérialistes et ces monarques du Golfe sont tellement vicieux, tellement cruels, qu'ils ne veulent pas dépenser. Vous croyez qu'avec toute la puissance financière qui se trouve derrière ces pays du Golfe, ils vont simplement dépenser tant d'argent au Liban et pour la population libanaise que celle-ci cessera de vouloir recevoir des services sociaux du Hezbollah, puis se retournera contre le Hezbollah. Mais non, ils sont tellement vicieux qu'ils ne sont pas prêts à faire ça. Ils veulent que le peuple libanais, à genoux, soutienne les États-Unis, Israël et ces pays du Golfe. Et ça n'arrivera pas au Liban, surtout après tant de sang versé, tant de martyrs et tant de sacrifices consentis par le peuple. Surtout après l'assassinat de Saïd Hassan Nasrallah et finalement l'assassinat de l'ayatollah Khamenei. S'il restait le moindre doute dans l'esprit des gens sur le fait que la seule façon d'améliorer la situation au Liban est de se battre, maintenant, ils savent que c'est la seule voie. Surtout avec les victoires que l'axe de la résistance remporte en ce moment. La plupart des gens attendent de voir les bénéfices qui découleront des victoires militaires de l'axe. L'Iran a attaqué la base américaine en Syrie. C'était quelque chose de nouveau. Ils ont dit que l'objectif, c'était les forces américaines ou les armes américaines en Syrie. Mais cela pourrait aussi être traduit ou interprété comme un message des Iraniens à Al-Jolani et une réaction à la manière dont Donald Trump essaie de manipuler la région sur ce point. Quelle est votre interprétation? Et y avait-il des forces américaines sur place? Oui, c'est très important et très significatif. Comme vous le dites, cela porte beaucoup de choses, y compris des messages pour l'avenir. Cette base, c'est la base d'Al-Tanf, située au point de rencontre entre la Jordanie, l'Irak et la Syrie. Elle a été en substance occupée et créée par les Américains lorsqu'ils ont pris le contrôle de cette zone, afin de bloquer la ligne de transport entre la Syrie, Bagdad et Damas, et par extension entre Téhéran et Beyrouth. Autrement dit, pour bloquer la voie de ravitaillement de l'axe, du Hezbollah au Liban. Cette attaque contre Al-Tanf est donc très importante, parce qu'elle montre que s'il y a une guerre plus large, la position américaine sur place sera complètement détruite et que la route entre Damas et Bagdad sera ouverte. C'est aussi un avertissement au régime de Jolani. S'il attaque le Liban, alors le Hezbollah, l'Irak et des unités des PMU traverseront, surtout après la destruction d'Al-Tanf, depuis l'Irak vers Soueïda, dans le sud de la Syrie. Al-Tanf se trouve simplement sur cet axe. Cela signifie qu'il y aura une liaison directe avec la population druze de Soueïda, qui s'est rebellée contre Al-Jolani et dont la région s'administre plus ou moins elle-même à l'heure actuelle. Et ce ne sera plus qu'un pas. Il y aura une ligne de contact directe entre l'axe de la résistance et les forces d'occupation israéliennes dans le sud de la Syrie. On peut donc imaginer toutes les conséquences de la destruction d'Al-Tanf. Cela signifie que si l'axe de la résistance veut, à un moment donné, pendant cette guerre, avoir une confrontation avec les Israéliens sur le plateau du Golan et à Deraa, il peut ouvrir cette voie. Et je pense que tout le monde a reçu ces messages. Al-Jolani les a reçus. Les Jordaniens les ont reçus. Les Israéliens ont reçu le message. Une dernière chose qui serait importante si l'axe de la résistance, disons, libérait Al-Tanf et Soueïda, c'est que le régime de Jolani à Damas serait coupé de son point d'exportation vers la Jordanie. Or, l'économie en Syrie est déjà en mauvais état. Cela aurait donc d'énormes conséquences.
Laith, cette fois, la guerre touche la Jordanie d'une manière différente. Vous voyez, il frappe la cible avec précision, avec exactitude, et il frappe fort. Parce que quand on regarde les bases américaines, elles sont immenses. Et ces missiles vont atteindre certains points, certaines zones limitées à l'intérieur de ces bases. Mais quand vous disposez de renseignements venant de Jordanie, vous pouvez frapper la cible avec précision. C'est ce qui se produisait, c'est ce qui s'est produit. La manière dont l'Iran a attaqué les forces américaines, les hélicoptères ou les avions ravitailleurs, peut-être, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Mais Donald Trump a confirmé que ces renseignements parviennent d'une manière ou d'une autre aux Iraniens, à cause des gens en Jordanie, ou peut-être des forces armées. Les gardiens de la Révolution l'ont également affirmé dans un communiqué. Comment voyez-vous le cas de la Jordanie? Parce qu'à mesure que le temps passe, les États-Unis essayent peut-être de déplacer les armes des pays du Conseil de coopération du Golfe vers la Jordanie. Je ne sais pas quelle serait ensuite leur prochaine étape vers Israël. Et comment cela risque-t-il d'étendre la guerre dans la région? Oui, par exemple, les déclarations des forces armées iraniennes ce matin disaient qu'elles avaient frappé des hangars à drones dans l'une de ces bases en Jordanie. Et je crois qu'elles affirmaient qu'au moins 12 drones MQ-9 avaient été détruits dans ce hangar. Donc ce sont des pertes énormes. Il y a aussi une autre déclaration des forces armées iraniennes, selon laquelle des F-15 ont été détruits dans leur hangar, dans une autre de ces bases en Jordanie. Donc c'est énorme. Et maintenant, il faut y ajouter la vidéo. J'ai vu une vidéo il y a seulement quelques heures, montrant des soldats américains filmant à l'intérieur de la base de Muwafaq al-Salti, en Jordanie, tandis que les missiles iraniens pleuvaient sur eux. Ces soldats étaient totalement paniqués et cherchaient à s'abriter. Enfin, ce matin, on entend aussi des informations dans la presse américaine selon lesquelles au moins 600 soldats américains ont été blessés ces derniers jours et ont été, vous savez, évacués vers des hôpitaux en Allemagne. C'est donc 6 fois plus que ce que l'armée américaine a reconnu. Et je pense que même ce chiffre de 600 est probablement très bas quand on voit la destruction massive des zones de casernement, des réfectoires où ces soldats mangent et de leurs bureaux. Et n'oubliez pas, toutes ces bases que les États-Unis ont construites en Asie occidentale n'ont pas d'installation de bunkers souterrains, parce que les États-Unis n'ont jamais été habitués à ce que quelqu'un tire sur leur base. Cela n'était jamais arrivé auparavant. L'Iran fait donc quelque chose que personne n'avait fait auparavant. La Jordanie, comme vous l'avez mentionné, est devenue très importante pour le commandement, le contrôle et le déploiement des activités militaires américaines contre l'Iran. Cela, depuis que l'Iran a détruit une grande partie des bases de première ligne dans la péninsule arabique, à Bahreïn, au Qatar, aux Émirats, au Koweït, pendant la guerre de 40 jours. Les États-Unis ont donc déplacé leur centre de commandement et de contrôle en Jordanie. Leur campagne aérienne repose principalement sur des avions à réaction qui décollent de Jordanie. Or, maintenant que l'Iran cible massivement ce pays, cela oblige l'armée de l'air américaine à se replier. Les Américains sont aussi trop inquiets pour utiliser les aéroports et les pistes d'atterrissage israéliens, parce que l'Iran les prendrait pour cible. Et jusqu'à présent, les États-Unis veulent garder Israël en dehors de cette guerre. Alors, quelle est l'alternative pour les États-Unis? L'alternative pour les États-Unis, c'est de commencer à utiliser les bases situées à Chypre, en Crète et en Bulgarie comme base de départ pour des campagnes aériennes contre l'Iran. Et ce matin encore, nous apprenons dans les journaux européens et américains
que les États-Unis viennent de signer un accord avec la Bulgarie. Cet accord leur permet d'utiliser non seulement les bases de l'OTAN sur place, PORS, auxquelles les États-Unis avaient déjà accès, mais aussi les propres aérodromes de l'armée de l'air bulgare et les aéroports civils pour y stationner leurs avions de chasse et leurs avions ravitailleurs. Je pense donc que nous verrons très bientôt l'Iran poursuivre l'armée de l'air américaine jusque dans ses bases arrières, en Crète, à Chypre et en Bulgarie. Je pense que ça va rendre toute l'opération et les attaques contre l'Iran plus difficiles parce qu'ils doivent voler. Le ravitaillement en vol de ces chasseurs est devenu si crucial pour eux. Ce sera un nouveau défi pour Donald Trump et son administration. Si l'on regarde le détroit, Leith et les difficultés dans ce détroit, la fermeture est en train de se produire pendant que nous parlons, et plus rien n'entre ni ne sort. Il y a quelques petits mouvements, essentiellement du côté des Iraniens. Mais les combats se poursuivent, et les États-Unis, la nuit dernière, attaquaient le sud et l'ouest de l'Iran. Donc les combats continuent. Et là, avec la situation du détroit d'Ormuz et les difficultés que cela entraîne, on voit le Yémen intervenir et imposer un blocus à l'Arabie saoudite, ce qui est nouveau après 12 ans. Je le dirai à chaque fois, parce que c'est tellement important. Le Yémen est enfin sorti et a imposé un blocus à l'Arabie saoudite. Comment voyez-vous l'interaction entre les deux? Et comment l'Arabie saoudite va-t-elle surmonter ces nouvelles difficultés? Elle est en train de devenir comme le Qatar. Le Qatar, d'une certaine manière, le gouvernement qatari utilisait surtout cette route. Il n'avait pas accès à d'autres voies, par exemple vers la mer Rouge. Mais l'Arabie saoudite, depuis le début de la guerre, avait cette option. Elle avait, vous savez, cette sorte d'oléoduc vers la mer Rouge qui lui permettait d'exporter son pétrole. Donc elle ne ressentait pas autant les effets de ce compromis. Mais aujourd'hui, la douleur atteint l'économie saoudienne. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que le Yémen a choisi le moment et l'occasion parfaits pour tenter de mettre fin au blocus imposé à son pays. Bien sûr, le Yémen subit un blocus continu depuis celle-ci 15 ans, et la population en a énormément souffert. Et maintenant qu'il y a une guerre régionale, avec une nouvelle réalité, dans laquelle l'Iran a ouvert la voie en nationalisant le détroit d'Ormuz et en étendant sa souveraineté sur celui-ci, on voit aussi le Yémen suivre cette voie, en affirmant son contrôle sur Bab el-Mandeb, et en promettant bien sûr au régime saoudien que s'il poursuit ce blocus contre Yémen, il connaîtra les mêmes conséquences. Et c'est ce qu'ont fait les forces armées yéménites. Ils ont annoncé qu'il y aura un blocus des ports saoudiens. C'est encore bien plus radical que de parler simplement d'un blocus de Bab el-Mandeb pour arrêter les navires à destination de l'Arabie saoudite ou liés à elle. Là, ils disent qu'ils frapperont tout navire qui tentera d'entrer dans les ports saoudiens de la mer Rouge ou d'en sortir. C'est énorme, énorme, parce qu'il ne s'agit pas seulement des exportations de pétrole. Il s'agit d'assiéger le marché saoudien. Et les Saoudiens ne peuvent déjà plus rien importer depuis le Golfe Persique. Donc maintenant, ils n'importent plus que par les ports de la mer Rouge. Alors oubliez la vente de pétrole et de gaz saoudien, qui va désormais être totalement affectée. Mais même pour de petites importations vers ce royaume, comment vont-ils faire? Ils vont tout acheminer par avion? Ce n'est pas une façon de faire fonctionner une économie. Nous allons donc commencer à voir les effets sur le marché saoudien et sur les prix à l'intérieur du pays, pour tout. Car pratiquement tout ce que les Saoudiens ont sur leur marché est importé, y compris les produits alimentaires courants. La majorité des légumes frais, et ainsi de suite, en Arabie saoudite, viennent de la grande région syrienne ou d'Égypte. Cela va donc avoir un effet drastique sur les citoyens saoudiens ordinaires dans leurs activités quotidiennes.
Ajoutez à cela le fait que si les Saoudiens cessent leurs exportations de pétrole et de gaz, nous verrons pour la première fois une énorme hausse brutale des prix du pétrole. Des gens suivaient des navires quittant les ports saoudiens avec du pétrole. Des navires qui étaient déjà partis avant le début du blocus et qui empruntaient leur route habituelle vers le sud, à travers la mer Rouge jusqu'à Bab el-Mandeb, pour rejoindre les marchés d'Asie de l'Est. 75% du pétrole et du gaz saoudien partent vers le marché est-asiatique, c'est-à-dire la Chine, le Japon et la Corée. Or, ces navires ont fait demi-tour et se dirigent désormais vers le canal de Suez. Cela veut dire qu'au lieu de mettre 2 semaines pour aller de Yanbu à la Chine, en passant par Bab el-Mandeb et le nord de l'océan Indien, ils doivent maintenant traverser toute la Méditerranée, parcourir tout l'Atlantique, contourner le cap de Bonne-Espérance, puis remonter vers l'Asie de l'Est. Autrement dit, cela ajoute 1 ou 2 mois à leur délai de livraison. Cela va donc rapidement provoquer des pénuries de pétrole et de gaz sur le marché est-asiatique et faire grimper très vite les prix des exportations de gaz et de pétrole. Je pense que dans les prochains jours, nous verrons les conséquences de ce blocus que le Yémen a instauré contre les ports saoudiens. Je pense que le canal de Suez a ses propres difficultés, parce qu'il ne peut pas accueillir ces superpétroliers, ces énormes pétroliers qui le traversent. C'est l'une des principales difficultés. Et Laith, concernant le Yémen et leur manière d'agir, pensez-vous qu'au bout du compte, le gouvernement saoudien devra prendre une décision? Vont-ils accepter? Vont-ils lever le siège du Yémen? Ce serait, à mon avis, une avancée importante s'ils y parvenaient. Ou bien vont-ils riposter? Ils vont frapper certaines cibles au Yémen, comme ils l'ont fait auparavant avec les États-Unis. Ensuite, les États-Unis ont essayé de le faire seuls en 2025, et ils ont dit qu'ils n'y étaient pas parvenus à cause des drones. Et je me souviens de 4 ou 5 drones en une semaine, ce qui était énorme pour le Yémen. Et ils s'améliorent de plus en plus. Ils ont leur propre capacité. Ils produisent des drones, ils produisent des missiles sur leur sol. C'est la capacité du Yémen. Ils ne dépendent pas tant que ça de l'Iran pour produire ces missiles. Donc c'est pour ça que je pense que tout dépend du calcul de l'Arabie saoudite. Alors comment voyez-vous l'état d'esprit en Arabie saoudite? Riposter ou accepter d'une manière ou d'une autre, vous savez, les difficultés, les défis de cette nouvelle situation dans laquelle ils se trouvent. Donc, si l'on considère que le gouvernement saoudien est rationnel, on constatera avec le recul que ses exportations depuis le Golfe Persique ont été arrêtées. Or, toute son économie, à plus de 90%, dépend des exportations de pétrole et de gaz. Donc, rationnellement, le gouvernement du régime saoudien aurait fait très attention à garantir la poursuite de ses exportations via la mer Rouge. Cela veut dire qu'il n'aurait pas cherché à provoquer le Yémen. Mais comme ce n'est pas un gouvernement souverain, les Américains et les Israéliens lui ordonnent de déclencher un conflit avec le Yémen. S'il y avait des dirigeants souverains et rationnels en Arabie saoudite, ils ne feraient pas ça. Ils resteraient simplement silencieux pendant que la guerre avec l'Iran se poursuit et continueraient d'exporter leur pétrole et leur gaz par la mer Rouge. Et le Yémen ne les aurait pas touchés, n'est-ce pas? Et donc, maintenant qu'on peut prouver clairement à 100% que le gouvernement saoudien n'est pas souverain, que ce n'est qu'un vassal, alors il faut analyser la possibilité d'actions entreprises par le gouvernement saoudien sous cet angle. Ils ne sont pas souverains. Ils ne vont pas faire ce qui est rationnellement dans leur meilleur intérêt. D'accord? Et par conséquent, une fois qu'on a compris ça, on comprend que les Saoudiens vont continuer à faire monter les tensions.
Pas parce qu'ils le veulent, ni parce que c'est bon pour eux, mais parce qu'ils en reçoivent l'ordre. Et cela va se produire dans toute la région, comme on le voit avec les Koweïtiens, les Jordaniens, les Émiratis, les Bahreïniens et les Qataris, qui continuent de se suicider au nom des Américains sur ordre. Je pense donc que la marine américaine va appeler à l'aide les forces navales de l'OTAN. Nous verrons la même chose qu'en 2025, lorsque les forces navales de l'OTAN commenceront à se diriger vers la mer Rouge, parce que les États-Unis ne peuvent pas mener deux guerres dans les mers autour de la péninsule arabique. Comme vous l'avez justement rappelé, en 2025, les États-Unis ont été vaincus par le Yémen dans la guerre autour du détroit de Bab el-Mandeb. Et maintenant, ils sont vaincus par l'Iran. Alors, comment les États-Unis pourraient-ils mener deux guerres simultanées sur ce théâtre d'opérations navales? Ils n'en seront pas capables. Je pense donc qu'il faut s'attendre à l'arrivée de forces navales de l'OTAN, à une nouvelle confrontation avec les forces armées yéménites et peut-être à une tentative de détourner les forces armées yéménites des attaques contre les ports saoudiens afin de permettre la poursuite des exportations de pétrole. C'est toughement le plan de l'OTAN et des États-Unis. Mais c'est un plan très stupide, parce que l'Iran et Ansarullah, les forces armées yéménites, peuvent détruire le port, les installations d'exportation de pétrole ou le pipeline. Et tout cela serait mis hors service, sans avoir besoin d'attaquer directement les navires qui arrivent dans les ports saoudiens. Je pense que le Yémen, en disant qu'il instaurait un blocus des ports saoudiens, faisait en réalité preuve de clémence. Il dit « Nous n'allons pas détruire vos installations d'exportation de pétrole à Yanbu. Nous allons seulement attaquer les navires qui arrivent ou qui veulent repartir. » C'est clément, parce que si les Yéménites détruisent les installations de Yanbu, il faudra des années pour les reconstruire. Et ce sont des équipements valant des milliards de dollars qui seraient détruits en un clin d'œil. La guerre a commencé tard. Nous pensions que le champ de bataille serait Israël, parce qu'Israël, avec les États-Unis, a commencé à attaquer l'Iran. Mais jusqu'à présent, la guerre a changé. Elle a complètement changé. Et on voit que le champ de bataille, ce sont les pays du CCG. Je dirais même, en tenant compte des pays du CCG, que je pensais que si Israël sortait de la guerre telle qu'elle est aujourd'hui, Israël n'en fait pas partie. Il est en marge. Smotrich a dit que nous nous sentions très à l'aise parce que les États-Unis font la guerre. Les pays du CCG sont attaqués par les Iraniens, donc rien n'arrive en Israël. Alors je pensais que les Émirats arabes unis seraient dans cette position. Peut-être qu'ils sont tellement proches d'Israël que l'Iran va frapper les Émirats arabes unis. Mais vous voyez, aujourd'hui, le Koweït est la principale. Si l'on regarde les cibles de ces 4 derniers jours, au moins 70% des missiles et des drones sont allés vers le Koweït, frappant des cibles parce que les États-Unis utilisent des HIMARS. Ils sont très proches de la frontière iranienne et de la partie occidentale de l'Iran. C'est pourquoi vous voyez l'attaque contre la centrale nucléaire de Darkovin, au Khouzestan, dans la province du Khouzestan. C'est ainsi que les États-Unis mènent la guerre, en utilisant les HIMARS, en utilisant ces radars, ou peut-être certaines installations au Koweït. Et c'est pourquoi l'Iran les attaque. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il dans le cas du Koweït? Oui, donc dans l'hypothèse d'une tentative d'invasion terrestre de l'Iran, il y a la géographie. Quand on regarde la carte, on voit qu'il n'existe que 2 voies pour une force terrestre d'invasion. L'une passe par le Koweït, parce que bien sûr il y a les basses terres sur la côte iranienne, dans la région du Khouzistan. L'autre serait une invasion depuis le Pakistan, à travers la zone désertique située à la frontière entre le Pakistan et l'Iran. C'est donc, vous savez, la solution logique.
Ce que nous avons vu, c'est que les États-Unis utilisaient ces bases au Koweït et à Bahreïn au cours des 2 dernières semaines avant le déclenchement de cette phase de guerre. Les États-Unis ont commencé à concentrer leurs forces d'invasion, leurs forces terrestres au Koweït, ainsi que leurs forces navales et aériennes à Bahreïn en vue de l'invasion. Ce sont donc les zones de regroupement des Navy SEAL et des troupes aéroportées de l'armée de l'air qui descendraient en hélicoptère ou seraient larguées depuis ces avions cargo. Le commandement et le contrôle des forces terrestres de l'armée se trouvaient donc au Koweït. Le commandement et le contrôle de cette opération, ainsi que la zone de regroupement de la marine et de l'armée de l'air des États-Unis pour une force d'invasion de l'Iran, se trouvait à Bahreïn. Et c'est ce que l'Iran a attaqué et détruit il y a 24 à 48 heures, lors de cette première grande vague d'attaques. Et maintenant, une fois ces zones de regroupement détruites, l'Iran a commencé à cibler les systèmes de lancement de missiles HIMARS qui attaquent l'ouest et le sud du pays, ainsi que les systèmes radars, et ainsi de suite. Nous avons vu une destruction totale. Cela ouvre désormais la voie à ce que l'Iran puisse même utiliser son armée de l'air. Nous avons vu l'Iran employer des F-5, vous savez, des avions modifiés qui ont environ 30 ans, pour commencer à frapper des cibles à l'intérieur du Koweït. Cela signifie qu'il n'y a plus de défense aérienne ni de radar au Koweït, puisque ces F-5 peuvent manœuvrer et détruire des cibles à l'intérieur du pays. Cela nous ouvre aussi la voie pour réfléchir à l'avenir dans les prochains jours et les prochaines semaines, à mesure que de plus en plus de défenses aériennes que les États-Unis ont déployées, par exemple en Jordanie, sont détruites, tout comme les radars qui s'y trouvent. Et lorsque les États-Unis retireront leurs forces aériennes de Jordanie, peut-être que ces F-5, contrôlés par l'Iran, pourront alors aller jusqu'en Palestine occupée, n'est-ce pas? Donc, cela prépare le terrain pour permettre plus facilement à l'Iran et à ses forces armées d'intervenir à l'étape où Israël reviendra dans cette bataille. Et il reviendra pleinement dans cette guerre. Une fois que tous les autres vassaux auront été totalement vaincus, Israël n'aura d'autre choix que d'affronter l'Iran. Et lorsque cela arrivera, nous verrons l'armée de l'air iranienne engager des avions israéliens. Même si ce n'est pas pour attaquer Israël, elle les engagera dans le ciel de l'Irak, de la Syrie, de la Jordanie et du Koweït, alors qu'ils tenteront d'attaquer l'Iran avec leurs bombardiers. Je pense que le résultat de ce qui s'est passé jusqu'ici avec le protocole d'accord et de la violation de toutes ces conditions, c'est que l'axe de la résistance ne recule pas. D'une certaine manière, il faut monter la situation d'un cran. On voit le Yémen entrer en jeu. Et quoi qu'il arrive, je parle avec des Iraniens, et ils disent que, dans un avenir proche, s'il y avait des discussions, une forme de négociation, ou sur le champ de bataille, tout concerne tous les fronts. Il est question du Yémen, du Liban, de l'Irak, de l'Iran et de la Palestine, tous ensemble. Avec le protocole d'accord, il ne s'agissait que du Liban. Tous les fronts étaient mentionnés, mais le Liban figurait dans la première clause du protocole d'accord. Aujourd'hui, il parle de l'entrée en jeu du Yémen. Le Yémen, personne ne peut accepter le siège imposé au Yémen. C'est pour cela que le Yémen passe à l'action. Et la Palestine entrerait aussi en jeu. Et cela crée d'une certaine manière de nouveaux défis pour les États-Unis, parce que cela montre que plus ils intensifient les attaques contre l'Iran, moins les Iraniens reculent. Au contraire, ils escaladent d'une certaine façon, où ils vous imposent davantage de défis. C'est la situation. Et comment voyez-vous l'ensemble de l'axe de la résistance, Laith, concernant l'Irak? L'Irak est tellement important. D'un côté, on voit qu'ils utilisent le Kurdistan irakien. C'est pour cela que l'Iran, ces 3 ou 4 derniers jours,
a attaqué de nombreux dépôts de munitions au Kurdistan irakien. Ils ont aussi attaqué la base américaine d'Al-Harir, la base d'Al-Harir dans cette zone, parce qu'ils craignent, d'une certaine manière, vous savez que ces forces américaines, avec les forces kurdes, mènent une sorte d'incursion en Iran. Mais dans le cadre du plan de l'axe de la résistance, comment voyez-vous tous ces acteurs se rassembler, créer de nouveaux défis, ne peler et simplement élargir ces défis? Vous savez, je pensais justement à l'Irak, juste avant que vous posiez cette question, alors je suis content que vous l'ayez fait. Beaucoup de gens se demandent, que font les membres de l'axe de la résistance en Irak? Pourquoi restent-ils silencieux? Que vont-ils faire si cette guerre s'étend complètement? Et bien sûr, vous avez souligné que l'Iran détruit les positions kurdes de riposte dans le nord-est de l'Irak. Mais revenons un peu à la situation au Koweït. L'Iran a détruit les bases américaines là-bas, les lanceurs, les radars, les bases aériennes, et ainsi de suite. Mais les Américains ont toujours cette illusion en tête. Ils pourraient envahir. L'Iran depuis le territoire koweïtien. Et cela les obligerait à passer par le Chat el-Arab, cette étroite bande de terre que l'Irak contrôle à l'extrémité nord du golfe Persique. Et vous savez quoi? La résistance en Irak attend que cela arrive, et l'espère. Parce qu'il y a en Irak un président et un premier ministre qui sont des marionnettes, tout comme au Liban. Les membres de l'axe de la résistance qui sont en Irak, comme les unités de mobilisation populaire et le Hezbollah irakien, ne cherchent pas les ennuis pour l'instant. Mais ils attendent une décision stupide des États-Unis et des forces armées koweïtiennes. Traverser l'Irak pour tenter d'atteindre l'Iran. Et une fois que cela se produira, la résistance qui les attend là-bas, dans la région du Chat el-Arab, ne tendra pas seulement une embuscade à ces forces d'invasion. Elle utilisera aussi cela comme prétexte pour envahir le Koweït, qui est aujourd'hui pratiquement sans défense et plus faible qu'il ne l'était en 1991, lorsque Saddam Hussein l'a envahi. D'accord, donc si les États-Unis persistent dans cette voie stupide, en tentant d'envahir l'Iran, cela pourrait conduire à l'effacement par la force d'un pays appelé le Koweït, par des membres de l'axe de la résistance en Irak entrant au Koweït pour le libérer de l'occupation américaine. Donc oui, l'Irak sera un théâtre de bataille important à mesure que cette guerre s'étendra, avec ses frontières avec le Koweït, avec ses frontières avec la Jordanie, avec ses frontières avec la Syrie. Et le rôle des forces de l'axe de la résistance en Irak sera crucial. Je pense qu'il sera aussi important que l'implication du Yémen, la fermeture de Bab el-Mandeb ou les attaques contre les ports et le trafic maritime saoudien. Les actions de la résistance en Irak auront des effets considérables sur tous les pays voisins, la Syrie, la Jordanie, le Liban et même la Palestine. Jusqu'à présent, je sais que les gens ne prêtent pas vraiment attention à ce qui se passe en Irak. Ils pensent que c'est relégué au second plan et ils se demandent que fait la résistance en Irak. Eh bien, vous savez quoi? Elle se prépare à cette éventualité qui approche. Je pense que tous les fronts, sans exception, sont en quelque sorte en ébullition et se préparent à la prochaine étape. Et nous verrons bien. Tout dépend du comportement des États-Unis et de l'attaque en cours entre les deux parties, l'Iran et les États-Unis. Merci. Merci beaucoup, Laith, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Rendez-vous sur freepalestine.video. Juste sous le nom de Laith, vous voyez freepalestine.video. Allez-y et soutenez Laith. Il fait un travail formidable. Il fait un travail remarquable de reportage sur le terrain, à Beyrouth, au Liban, qui fait partie de ce problème. Nous savons ce qui se passe dans le sud du Liban. La guerre continue encore et encore dans le sud. Et Laith est sur place pour en rendre compte. Merci beaucoup, Laith. Merci beaucoup, Nima. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.